Bonjour à tous, bienvenue sur notre webinaire dédié à l'UC, donc Next Edge Croissance. Je me présente, je suis Marine Volo, responsable de partenariat chez Next Edge AM et je couvre une partie de l'Île-de-France et également toute la région Grand Ouest. Et je suis accompagnée aujourd'hui par Emilio Johnson et Michael Strauss-Kahn, donc je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, Michael Strauss-Kahn, je suis associé de NextEdge et notamment en charge, associé gérant, en charge du déploiement du programme Evergreen, qui est l'unité de compte dans NextEdge Croissance. Bonjour à tous, Emilio Johnston, je suis chargé d'affaires senior et je travaille avec Michael dans l'équipe d'investissement non coté. Donc, on va vous présenter effectivement donc l'UC Next Edge Croissance avec le sous-jacent Next Edge Evergreen. On va faire ça en 5 parties distinctes. Tout d'abord, on va faire un petit rappel sur qu'est-ce que le private equity, donc le capital investissement, les différentes UC ensuite de private equity. On va ensuite passer à la présentation de notre société de gestion, puis de Next Edge Evergreen et enfin de Next Edge Croissance. Alors, on va démarrer par un petit rappel, juste pour qu'on puisse situer un petit peu les éléments dont on parle sur le private equity. Donc là, on parle du private equity, et notamment l'investissement au capital de sociétés donc non cotées, et sur lesquelles, certains d'entre vous le savent, mais ça permet de rafraîchir la mémoire. Il y a différentes typologies et stratégies d'investissement en fonction de la maturité des sociétés qu'on va accompagner et d'où elles se positionnent dans leur projet d'investissement, dans leur projet de déploiement et dans la vie des sociétés. On voit sur ce graphique, en fait, les 5 grandes classes d'investissement qu'on retrouve dans le capital investissement. En partant à gauche, on va avoir la maturité la plus fraîche des sociétés, puisqu'on va être sur l'amorçage qui fait de la création. Et puis à droite, la maturité la plus élevée, où il y a déjà eu plusieurs cycles de croissance dans la société, et puis potentiellement des situations difficiles. Et donc NextEdge, et donc l'UC NextEdge Croissance va se positionner au cœur de ces cycles d'investissement et de capital investissement qu'on appelle le capital développement. Donc c'est des sociétés qui connaissent déjà une certaine maturité. On se concentre donc sur des sociétés qui réalisent déjà plusieurs millions, voire dizaines de millions d'euros, plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, qui sont rentables, donc qui ont trouvé leur marché, qui se développent forcément, qui ont trouvé leur modèle économique, puisqu'elles sont rentables et qu'elles arrivent à se développer, et qui sont dans une phase où elles ont besoin d'accélérer leur croissance. Donc on est aussi dans une typologie de société qui va aller chercher de la création de valeur dans le développement de l'activité, et non simplement via des opérations qui seraient à grande dominante financière, avec beaucoup d'endettement, où on va piloter de façon précise les différents ratios financiers pour créer de la valeur en grande partie avec la dette. Dans le capital développement, on crée de la valeur avec le développement, donc toujours une forte dimension sur la capacité de renforcer les fonds propres des sociétés, une forte dimension sur l'équipe d'entrepreneurs. On a toujours cette dimension d'entrepreneuriat qui est forte dans les sociétés que nous, on va accompagner, et de renforcement des équipes et de capacité de créer des champions, des champions sur certains marchés pour après potentiellement passer la main au moment des sorties, que ce soit à des fonds qui seront peut-être plus gros et qui vont rentrer dans cette phase plutôt de consolidation, ou voire même quand on a réussi à créer des pépites avec un axe stratégique très différenciant, une consolidation qui viendra d'acteurs stratégiques qui viendront, au-delà de racheter une société qui performe bien et qui a une bonne rentabilité, acheter soit une place de marché, soit une techno, soit une marque, soit une spécificité, un relais de croissance qui permet aussi souvent des résultats intéressants en termes de valorisation. Donc voilà, très rapidement un petit peu, et là on partagera la presse, hein, mais on a un petit peu le détail. Si on doit retenir 3 points clés sur le capital développement, qui est le segment de marché du private equity sur lequel on se positionne, c'est la croissance, la création de valeur par le développement, et une maturité éprouvée des sociétés dans lesquelles on accompagne, puisque, je le mentionnais, quelques dizaines de millions, plusieurs dizaines de millions de chiffre d'affaires et une rentabilité avérée et historique.
Et on peut donner 2 exemples pour que ce soit assez concret, de sociétés qu'on accompagne depuis un certain temps et qui sont dans le sous-jacent de l'UC. On a le groupe Acorus, qui est un spécialiste de la rénovation et de la remise en état d'actifs immobiliers, qui est porté aujourd'hui par tout ce qui est la transition énergétique, et qui donc, là, on voit, fait aujourd'hui 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je parlais de création de valeur par la croissance, hein, on voit le multiple d'activité, hein, puisque ça fait depuis 2016, l'activité a été multipliée par 2,5, ou encore Adopt, qui est la première marque de parfum, et ces 2 exemples, on en parlera un petit peu plus un peu plus tard. La première marque de parfum en France en volume, et qui, elle aussi, on voit la création de valeur, c'est faite le développement de l'activité, et avec un point de départ où, comme je le disais, plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, un business éprouvé, rentable, et sur lequel il y avait beaucoup de déploiement et de croissance à créer. Et petit fonctionnement général sur comment fonctionne fonctionnement général d'un fonds, hein. On va avoir donc le véhicule d'investissement qui va prendre des participations dans différentes PME. Ces participations, dans le temps, vont créer de la valeur, ce qui va permettre au véhicule qui investit à l'intérieur d'augmenter sa valeur comptable et d'augmenter la valeur de ses parts. Et c'est comme ça que les investisseurs vont pouvoir voir de la valeur se créer au sein de leur investissement, puisque les sous-jacents vont gagner de la valeur, donc le véhicule va augmenter en valeur, et ce qui va être répercuté dans les parts des investisseurs. Et accessoirement, il y a également les capacités de distribution, aussi bien de dividendes, de revenus obtenus sur les sociétés, qu'au moment aussi où on cède une société, la capacité de redistribuer du cash, de l'argent aux investisseurs, ou d'utiliser cet argent dans le cadre de fonds evergreen à durée de vie plus longue pour retrouver de nouvelles pépites et réinvestir dans de nouveaux projets. Un point important aussi dans cette slide, c'est ce qu'on a en haut à gauche, l'équipe NextEdge, l'équipe de gestion qui elle-même investit aussi également ses propres fonds, hein, son propre patrimoine dans le véhicule pour assurer l'alignement d'intérêts avec les investisseurs qui nous confient leur argent, puisque c'est nécessaire de générer de la performance, sinon le patrimoine de Marine, d'Emilio ou de moi-même, on sera aussi impacté. Donc on est purement aligné, et c'est vraiment un fonctionnement qui est sain et qui est nécessaire de bien avoir en place quand on regarde un investissement, en tout cas se poser la question de comment l'équipe de gestion est aussi mouillée dans la création de performance. Je laisse peut-être la main sur le marché, Marine. Tout à fait, tout à fait. Effectivement, donc là, vous voyez à l'écran les performances des différentes classes d'actifs. Alors, c'est une étude France Invest, hein, qui est publiée tous les ans. Et chaque année, c'est la même histoire, c'est-à-dire que le capital investissement surperforme les autres classes d'actifs, donc à savoir le CAC 40, le CAC Ultra Double, l'immobilier et les hedge funds. Sur 10 ans, hein, bien évidemment, puisque c'est vrai que le capital investissement, c'est du capital patience, moi je l'appelle comme ça également, parce que c'est vraiment sur le long terme qu'on arrive à dégager de la performance. Comme l'a dit Michael, hein, on accompagne des sociétés. Et c'est vrai que la performance, la rentabilité n'arrive pas du jour au lendemain, donc il faut rester un certain temps dans les sociétés. D'ailleurs, ils vous en reparleront un petit peu plus tard sur comment ça se passe au niveau des investissements. Mais en règle générale, on a un pacte d'actionnaire avec une clause de revoyure à 5 ans. Donc voilà, un fonds a une durée de vie de 10 ans, le temps de mettre en place des investissements. Et c'est pour ça que le cas d'investissement surperforme, mais sur le long terme. C'est également résilient dans le temps. Vous avez là les TRI net moyens sur le private equity depuis l'année 2005 jusqu'à l'année 2023. Et on voit que malgré certaines périodes de crise, notamment en 2008 ou également en 2020, on a quand même réussi sur cette classe d'actifs-là à dégager de la performance avec une moyenne d'à peu près 10%. Donc c'est lissé. C'est pour ça que, encore une fois, c'est du capital risque. Il y a un risque de perte en capital. Mais si on investit un petit peu tous les ans, en fait, ça permet de lisser aussi les performances, et puis d'avoir aussi, quand il y a des creux de vague en termes de contexte économique, de pouvoir rebondir sur les autres périodes plus fastes, et avec une moyenne effectivement de 10% net sur les 20 dernières années.
Donc effectivement, les principaux risques, c'est ce que je viens de citer. Il y a le risque de perte totale ou partielle du capital investi. Et c'est pour ça que souvent on recommande de ne pas exposer plus de 10% de son patrimoine, puisque ce sont des fonds qui ont des SRI en général de 6/7 ou de 7/7. Et il y a également un risque de liquidité, puisque ce sont des fonds souvent qui ont des périodes de blocage de 10 ans. Avec des très fortes contraintes en fait, où les cas de rachat anticipés, on les souhaite à personne, que ce soit licenciement, invalidité ou décès. Mais c'est pour ça que depuis quelques années maintenant, fleurissent en termes d'offres des UC accessibles via les assurances vie et les PER des clients, qui peuvent être justement beaucoup plus souples en termes de liquidité. Vous avez là à l'écran les différents acteurs. Alors je vois qu'il y a des questions qui commencent à arriver. On y répondra à la fin de la présentation pour que ce soit un petit peu plus simple à gérer pour nous. Donc oui, il y a plusieurs acteurs sur les UC de Private Equity dorénavant. Il y a des acteurs qui ont des UC sous forme de FCPR avec des fonds qui sont datés en fait. Et on a également des offres Evergreen, dont celle de NextEdge. Dont on va parler juste après. En termes d'assureurs, tous les assureurs maintenant se sont mis au pas, notamment avec la loi Industrie verte. Et c'est vrai que maintenant, sur quasi n'importe quelle assurance vie ou PER, vous pouvez retrouver des offres de private equity pour les allocations de vos clients. L'avantage d'un véhicule Evergreen, c'est que déjà, il y a un mécanisme de liquidité. Puisqu'effectivement, on peut entrer et sortir, alors presque quand on veut. Ce qu'il faut savoir que sur le private equity, souvent les assureurs appliquent une clause de pénalité pour les sorties anticipées, donc avant 5 ans, qui est en général de 5%. Mais quand bien même la liquidité est beaucoup plus souple qu'un fonds standard. Et en même temps, on peut y rester 15 ou 20 ans si on a envie d'y rester, donc c'est beaucoup plus souple aussi en termes de placement, puisque voilà, si on veut faire la location sur son assurance vie ou son PER et ne pas y toucher pendant 15 ans, on peut le faire, on est tranquille. Donc ça, c'est aussi très agréable. Le risque de perte est quand même lissé, j'ai envie de dire, puisque pareil, par rapport à un fonds daté où, par exemple, on va prendre un cas très concret, tous les fonds qui sont entrés en phase de liquidation pendant le Covid, forcément, ont eu, ça a forcément pesé sur la performance finale des fonds. Alors que là, sur un véhicule Evergreen, si le véhicule traverse une crise économique, c'est un petit peu le parallèle avec la bourse, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. Donc on passe le creux, la performance baisse, mais redémarre une fois que la crise est passée. On a fait un petit benchmark des différents UC Evergreen en private equity sur le marché pour vous donner un petit comparatif de nos confrères. Et comme vous le voyez, en fait, nous, on est vraiment pure player sur le capital développement. Tous les autres font un peu de capital développement, mais avec d'autres choses, d'autres sous-jacents à l'intérieur de leur offre. Nous, on est pure private equity. On a été les premiers, on a été vraiment les précurseurs sur cette UC Evergreen, puisqu'on l'a lancé en 2016 et on est, bon, voilà, vous le voyez, on est vraiment les premiers, avec une taille de fonds tout à fait raisonnable de 90 millions d'euros et une zone géographique, donc France et Union européenne. Mais ça, c'est pareil, on va parler du portefeuille juste après, donc vous aurez plus de détails sur ce sujet-là. Mickaël, je te laisse reprendre la main. Oui, bien sûr. Donc, parlons un petit peu plus précisément de NextEdge AM et puis par la suite de NextEdge Evergreen. Pour que vous puissiez un petit peu nous situer. Donc nous, on est une société de gestion qui a plus de 20 ans d'existence, qui gère au global en private equity pur un peu plus d'1 milliard et qui est une plateforme au global qui représente directement et indirectement près de 9 milliards d'euros et qui est une société de gestion indépendante qui a été créée par 2 anciens entrepreneurs. Et notre tagline, c'est Entrepreneurs at Heart. C'est-à-dire qu'on va se concentrer sur ce qui fait le cœur du capital développement, c'est-à-dire des sociétés menées par des équipes d'entrepreneurs qui veulent faire de la croissance, qui sont investis au capital, qui ont vraiment qui ont une part importante dans le capital et qui ont
qui ont volonté à créer de la valeur et on ne s'associe pas à des mercenaires. On ne va pas racheter des sociétés à 100% pour y mettre des gens qu'on irait piocher à l'extérieur. On va vraiment s'associer à des entrepreneurs dans des sociétés françaises et rentables. Et c'est ce qu'on fait depuis plus de 20 ans sur ce segment de marché. Vous retrouvez un petit peu ici les chiffres, hein. On a réalisé depuis notre création plus de 200 investissements. On vous présente ici les performances au global du portefeuille, parce qu'il faut savoir qu'on a différentes stratégies d'investissement dans le portefeuille, mais au global, on a un multiple moyen de 2 fois et un TRI moyen proche de 15%. Et sachant que nous, on va déployer des tickets d'investissement qui démarrent à 4 millions d'euros et qui peuvent aller jusqu'à 40-50 millions d'euros, et que le segment de marché dont on parle ici et qui est le sous-jacent de l'UC, c'est sur la partie la plus mature et la plus institutionnelle de notre gamme, puisque ça va être sur les plus grosses sociétés et les plus gros tickets. Donc les sociétés, en termes de maturité dont on parlait, on est vraiment sur celles qui réalisent plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires et qui sont rentables et qui sont bien établies. Donc c'est ça notre positionnement, avec une équipe au global d'une petite quarantaine de personnes, dont près de la moitié qui est dédiée à l'investissement. Une équipe soudée, expérimentée, puisque on a beaucoup d'investisseurs expérimentés dans l'équipe, et une équipe d'associés qui se connaît depuis plus de 15 à 16 ans et qui travaille ensemble dans la durée. Donc on a une grande constance dans l'équipe de gens qui travaillent ensemble. Donc, c'est les performances qu'on vous a présentées précédemment et celles qu'on vous présentera un petit peu plus tard, notamment sur la stratégie d'investissement qui fait le sujet de l'UC. C'est des gens qui l'apportent depuis plusieurs années, beaucoup d'années, et qui travaillent ensemble. Donc, c'est vraiment le fruit de leur expérience et de leur activité au sein de NextEdgeAM, et c'est pas un héritage du passé. Un point important aussi qu'on regarde et qui a une certaine sensibilité, hein, pour les gens qui investissent leur patrimoine, leur assurance vie, puisque au-delà d'aller chercher de la performance, on se rend compte que de plus en plus de clients cherchent à donner du sens. C'est la dimension, nous, qu'on porte assez fortement sur l'ESG au sens large et l'impact qu'on va avoir. Alors, le véhicule dont on parle n'est pas un véhicule à impact type l'article 9, mais ça sera un véhicule quand même article 8. On a cherché en recrutant notamment il y a bientôt 3 ans Laetitia, qui est notre Chief Impact Officer, à structurer notre approche pour en fait rendre, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup et on critique beaucoup toute la dimension reporting et juste normes qui est autour de l'ESG, et nous, notre cheval de bataille, ça a été comment on prend ces normes, ces dimensions reporting et toute cette réglementation qui est très technique et pas forcément orientée business, et comment on la transforme en des axes de création de valeur business pour nos sociétés, c'est-à-dire aussi bien sur l'environnement que sur le social que sur la gouvernance, comment on va traduire tous ces éléments en capacité de créer de la valeur pour les sociétés. Et si je le prends de façon assez précise, c'est sur l'environnement, on va regarder sur chacun des marchés dans lesquels on investit comment la société peut avoir un impact dans l'environnement, mais que cela se répercute dans les opérations et permette soit d'avoir plus de clients, soit d'avoir plus de d'aura dans son écosystème. Sur la dimension sociale, c'est comment les objectifs de chacune des sociétés vont permettre surtout de beaucoup mieux recruter et recruter plus de talents, de meilleurs talents, et de fidéliser les équipes. C'est très important pour nous. On voit, hein, le nombre d'emplois créés dans les sociétés qu'on accompagne. Et dernier point, gouvernance, c'est une gouvernance un peu au sens global. Comment on arrive, par une éthique des affaires affirmée et sans reproche, à créer un cercle vertueux où les sociétés qu'on accompagne vont être parmi celles qui ont la meilleure image en termes d'éthique des affaires, et qui va faire que elles seront mieux vues aussi bien de leurs clients que de leurs fournisseurs. Leurs différents partenaires seront ceux qui ont la meilleure pérennité, ou en tout cas les plus solides en termes de stratégie. L'idée étant, dans le fond, comme je disais, de transformer un petit peu cette contrainte en opportunité pour solidifier les jalons et les jalons de création de valeur des sociétés. C'est pour ça qu'on a une équipe dédiée, puisque en plus,
Laetitia est secondée d'une personne en interne, et qui est un move qu'on a fait il y a maintenant 3 ans, puisqu'on le faisait historiquement, mais on s'est rendu compte que c'était bien de professionnaliser ce point-là. Et je vais passer la main à Emilio pour vous dire, parce que je vous parle beaucoup de création de valeur, comment on aide à grandir les boîtes et à en faire des champions de leur segment, mais c'est pas par un claquement de doigts et on a une méthode assez éprouvée. Je vous le disais, ça fait plus de 20 ans qu'on existe et qu'on a pu éprouver sur les plus de 20 dernières années. Exactement. Et cette méthode, elle se vit au quotidien aux côtés des entrepreneurs. C'est-à-dire que l'équipe d'investissement est particulièrement active. On a un soutien quotidien de nos entrepreneurs autour de plusieurs axes. Euh, Logiquement, en tant que financier, on est souvent attendu autour de ce qui est l'optimisation financière, que ce soit du modèle ou de la structure de l'entreprise. Le soutien à la croissance. On accompagne beaucoup nos entreprises dans la réalisation de croissance externe. Depuis 2002, on a réalisé plus de 340 acquisitions avec nos entrepreneurs. Et cette croissance, elle se fait en France, parce que Michael vous l'a dit et Marine vous l'a dit, on investit principalement dans des sociétés en France on accompagne à l'international. Mais on accompagne également les entrepreneurs sur l'innovation. Et quand on dit innovation, c'est pas simplement l'innovation produit, mais c'est également l'innovation dans leur modèle, dans leur organisation, et dans le renforcement de leurs équipes afin qu'ils soient épaulés d'un top management de qualité pour pouvoir atteindre leurs ambitions. Et c'est typiquement ce qu'on a fait ce qu'on continue de faire avec Groupe Solstice, qu'on accompagne depuis 3 ans, euh, qui est un groupe spécialisé dans l'ingénierie autour du photovoltaïque et de l'énergie des bâtiments. Et on les a accompagnés notamment et encouragé les entrepreneurs autour de lancement de nouvelles offres, comme l'offre Start, qui sont des ombrières de panneaux photovoltaïques pour créer des nouveaux relais de croissance. Voilà. Et un dernier axe sur lequel on appuie fortement, c'est ce qu'on appelle le connecting the dots. On considère qu'au final, les entrepreneurs ont beaucoup à partager et souhaitent beaucoup partager les uns avec les autres. Donc, on a un club entrepreneur qui est animé par Manuela Dallois sur la slide suivante, qui est un vrai canal d'échange entre les entrepreneurs. 2 fois par an, on les réunit pour une soirée autour de thématiques assez variées. On banalise 1 fois par an un séminaire qui permet à nos entrepreneurs de prendre 1 jour et demi, une pause dans leur quotidien pour réfléchir à certains sujets stratégiques et échanger avec leurs pairs. Donc voilà, on considère que on a un vrai réseau de plus de 300 entrepreneurs avec une richesse et une connaissance et expérience forte qu'il faut absolument mettre au service de nos entrepreneurs. Merci beaucoup, Emilio. Donc effectivement, bon là c'est un petit rappel, on n'a pas que Lucy Next Stage Croissance, on a aussi d'autres solutions d'investissement en capital investissement. On a tout d'abord un FCPI qui sera rouvert prochainement pour la réduction sur l'impôt sur le revenu. On a également une solution 150 0 BTR, le Capital Entrepreneur 3, qui est ouvert depuis le mois de juillet l'année dernière. Et on a enfin un fonds pure diversification, le FPC NextEdge Champion 4, qui est un fonds institutionnel. Et pour la première fois chez NextEdge, on a créé une part chargée pour qu'elle puisse être distribuée auprès de nos partenaires, cabinets de gestion de patrimoine et réseaux. Et comme vous le voyez, effectivement, on parlait de l'ESG tout à l'heure, tous nos fonds sont article 8. Donc on va maintenant passer à la présentation sur tout d'abord donc NextEdge Evergreen, qui pour rappel est le sous-jacent de NextEdge Croissance. Donc c'est ce véhicule qui détient le portefeuille de 19 sociétés qui sont non cotées, déjà rentables, en forte croissance et en France et Europe.
À date, c'est un véhicule qui pèse un petit peu plus de 360 millions d'euros et qui est détenu principalement par des grands investisseurs institutionnels et également des grands entrepreneurs, FO et investisseurs privés. Et à l'intérieur, donc vous avez Nextage Croissance pour à peu près 25%. Vous avez quelques chiffres clés donc, au 30 septembre 2024. Chiffre d'affaires moyen des sociétés, à peu près donc 63 millions d'euros, avec une croissance moyenne du chiffre d'affaires de plus de 12% et une marge d'EBITDA moyenne de un petit peu plus de 13%. C'est un fonds qui a été créé en 2015 et donc c'est vrai que c'est vraiment l'avantage, c'est qu'on est sur un véhicule qui est complètement investi à date. Et donc Nextage Croissance, donc le fonds nourricier, lui investit donc directement dans Nextage Evergreen à minimum 85% et on garde donc maximum 15% de trésorerie et d'investissement direct. Alors les investissements directs, c'est uniquement réglementaire puisque c'est l'UC, en fait la structure juridique, c'est une société à capital variable et qui doit réglementairement détenir aussi quelques investissements directs. Ces investissements sont des sociétés qui sont déjà dans le portefeuille de Nextage Evergreen. Donc ce sont les mêmes. Et on garde donc effectivement un petit peu de trésorerie puisque c'est une UC Assurance Vie et PER, donc on doit garder un petit peu de liquidité pour assurer les rachats sur cette UC. On est référencé à date par AXA, le groupe Apicier, donc Intential, avec aussi Spirica, Swiss Life, Celentia et Suravenir. On en a d'autres qui sont en cours de référencement. Et donc, on espère pouvoir allonger cette liste cette année. Normalement, on devrait en avoir un supplémentaire. Vous avez maintenant à l'écran donc la valorisation, enfin plutôt l'évolution de la valorisation de Nextage Croissance. Donc on voit qu'effectivement, comme je vous disais, le portefeuille a commencé à être constitué en 2015 et 2016, complètement constitué à date et depuis quelques années maintenant. Et c'est vrai que ça permet en fait d'avoir complètement gommé la courbe en J qu'on connaît sur les fonds de capital investissement. Là, on est vraiment sur un portefeuille mature qui engrange la performance depuis plusieurs années maintenant. Vous le voyez, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis 5 ans, on a fait plus 51%. Depuis 3 ans, plus 68%. La performance 2024 net est de 14,10. On a un programme sur les 3 prochaines années de cession, que ce soit partielle ou totale, qui est assez dense. Donc, on devrait avoir des bonnes nouvelles à court, moyen et long terme. Ce qui rend le portefeuille encore plus attractif et qui constitue là maintenant un très bon point d'entrée pour bénéficier des performances potentielles qui devraient arriver. On souhaitait vous présenter sur cette slide les principales caractéristiques d'une PME Evergreen que vous ont évoqué Marine et Michael. Ce sont des sociétés non cotées, basées en France et en Europe, qui ont commencé et qu'on va accompagner dans leur internationalisation, qui sont rentables, qui ont un modèle économique éprouvé et qu'on va accompagner pour que ces entreprises et ces entrepreneurs positionnent comme des leaders sur leur marché, créer de l'emploi, créer de la valeur pour les investisseurs. Et ensuite, quand le bon moment est venu, transmettre soit à des fonds qui ont la taille pour accompagner des sociétés un peu plus grosses ou des acteurs stratégiques. Et puis là, on peut faire, c'est un peu le panorama, puisqu'on parle de 19 sociétés, donc c'est un peu le panorama des sociétés qu'on a aujourd'hui dans le portefeuille de Nextage Evergreen. Petit point, vous ne nous avez pas entendu parler de sectorisation depuis le début de secteur de prédilection depuis le début de cette présentation. C'est à dessein, puisqu'on a décidé, et ça depuis la création du véhicule en 2015, de ne pas sectoriser notre approche. Encore une fois, notre approche, c'est des PME, ETI rentables et en croissance, menées par des équipes exceptionnelles et qui sont assez différenciantes sur leur marché. Et c'est ça notre tamis de sélection et non de se concentrer sur un secteur parce que, ça permet, comme dès le début, Nextage Evergreen a été créé dans une vocation Evergreen, de pouvoir diversifier le portefeuille de façon importante et donc ne pas chercher à jouer des cycles particuliers, puisque cette dimension Evergreen permet, Marine en parlait,
d'adapter les process de cession, de matérialisation de valeur sur les sociétés qu'on a en portefeuille en fonction de où on est dans le cycle. Si c'est pas un bon moment du cycle, on peut attendre 2, 3 ans. Si c'est un moment aussi, un moment opportun du cycle arrive un peu plus tôt, on peut céder un peu plus tôt. On n'a pas cette contrainte de devoir, après avoir de cash qui dort, qu'on ne pourra pas réinvestir sur une des suffisantes. Donc, on a vraiment privilégié la diversification avec, en revanche, certains points, comme je disais, qui sont fil rouge au-delà de l'entrepreneuriat, la croissance, la rentabilité, la différenciation, qui sont plutôt des tendances de fond qu'on va regarder et qu'on va retrouver dans l'essentiel des sociétés qu'on accompagne, qui sont le pouvoir du digital, donc digitalisation, que ce soit dans le go-to-market, comment on va atteindre les clients, qu'ils soient des clients individuels, hein, ou corporate. Il y a la santé intelligente, comment les sociétés du portefeuille peuvent se positionner sur une dimension santé, bien-être de façon différenciante des gros acteurs du marché, puisque c'est vraiment un pan de marché sur lequel il y a beaucoup de mastodontes, et que donc c'est les petites sociétés, ou en tout cas les plus petites sociétés, qui vont pouvoir créer de la différenciation. Et puis l'innovation environnementale, qui était un des points importants qu'on a évoqué précédemment, puisque c'est aussi une tendance de fond qui porte le marché depuis plusieurs années. Et en parallèle, on a 4 autres tendances pour aller assez vite, qu'on va retrouver aussi, hein, quand on analyse les modèles des sociétés qu'on accompagne. La première, c'est ce qu'on appelle la valeur des émotions, donc ça va être la dimension de la marque. Il faut que la marque et la communauté de clients autour des sociétés qu'on accompagne voient une valeur immatérielle dans la marque de la société, qu'elle soit bien imprimée pour pouvoir permettre plus de récurrence dans la fidélité client. La dimension d'intégration de produits et de services en même temps, c'est-à-dire ne pas juste être concentré sur simplement vendre un catalogue de produits ou simplement vendre un catalogue de services, mais à chaque fois intégrer le maximum de valeur dans ce qu'on va pouvoir proposer aux clients. Il y a la dimension Internet industriel, ce qui est en gros la capacité d'utiliser, déjà, de capter toutes les datas qu'on peut sur les modèles et puis de les utiliser pour créer plus de récurrence. Et dernier point qu'on a évoqué précédemment, qui vient compléter l'innovation environnementale, c'est l'économie positive, c'est-à-dire comment le modèle peut être aussi vertueux sur les dimensions sociales et gouvernementales et de gouvernance, qui crée la valeur dans le recrutement, la fidélité des équipes, et puis après dans l'écosystème. Et là, donc, on va avoir, dans chacune des sociétés, on pourrait vous décrire sur chacune comment elles rentrent un petit peu dans ces thématiques. Et on voit, il y a peut-être des marques que vous connaissez, qui elles sont plus exposées vite aussi. On va parler d'Adopt un peu après. On a Arcos dans les salles d'escalade. On va avoir des acteurs spécialisés dans la rénovation, à Chorus, dont on parlera plus tard. GPS dans tout ce qui est le verre intelligent qui permet d'opérer plus intelligemment les bâtiments. On a des groupes comme, par exemple, le groupe Paradoc, qui est une valeur aussi très résiliente, puisque c'est la gestion et l'opération de marina. Donc là, on est sur du simili infra, qui permet d'avoir un fonds de portefeuille qui crée de la valeur de façon très résiliente, puisque c'est de la location de places de port. Donc on est sur des actifs qui permettent d'avoir une résilience assez forte. Et puis, certaines sociétés dynamiques dans la tech, comme en bas à gauche, on a Iseop, qui est, elle, spécialisée sur une niche de l'intelligence artificielle générative, puisque c'est l'intelligence artificielle pour générer toute la documentation réglementaire qu'on a dans le domaine de la pharma, qu'on ne peut pas faire avec des modèles de type ChatGPT et autres, puisqu'il faudrait que les Big Pharma donnent toutes leurs données à Microsoft ou en open source, qu'elles ne feront jamais. Et puis, on est dans une industrie très réglementée, où on ne peut pas se permettre d'avoir d'hallucinations. Donc, c'est une société française. On est assez fiers d'être au capital de cette société, puisque c'est une société française pionnière dans les applications réelles métiers en IA et pour le domaine de la pharma. Et puis, on va voir en bas à droite un petit encart sur les sessions déjà réalisées sur le portefeuille. Et sachant qu'on a des sessions totales et des sessions partielles, je vais revenir dans un instant sur cet élément. Donc les performances, on est sur un véhicule, une stratégie des plus premium qu'on peut avoir sur NextEdge. Donc on a des performances très honorables sur ces premières opérations et sorties réalisées, puisqu'on a un multiple de 3,18 et un TRI de 21,8.
Et il faut savoir, donc, on a des sessions totales, puisqu'on on est dans le cadre de sessions totales, c'est quand on arrive au bout d'un cycle et qu'on considère qu'il n'y a pas plus de valeur à créer en face et devant nous que ce qui a été créé jusqu'ici. Donc là, on a la capacité de pouvoir dire, ben, on peut sortir, et je revenais sur le point que je mentionnais précédemment, sortir, c'est pas très grave, puisqu'on peut réemployer justement les capitaux dans de nouvelles opportunités qui ont un profil de création de valeur, en tout cas qu'on juge pour le futur, plus dynamique, puisqu'on n'a pas de contrainte de devoir d'avoir un horizon de temps limité pour employer ce capital. Et puis il y a des opérations partielles. Il y a pas, par exemple la Chorus ou l'Inxea, où Marine en parlait, on a une clause de rendez-vous avec nos entrepreneurs tous les 5 ans. On va faire un point sur bah, le travail écoulé, les défis relevés, la création de valeur. Et puis on va se poser la question, quelle est la création de valeur possible sur les 5 prochaines années? Et si la création de valeur sur les 5 prochaines années est engageante, eh bien, on va créer une opération, on va mettre en place une opération intermédiaire. On aura un tiers qui va venir nous rejoindre au capital des sociétés, qui va valider la valeur de marché de la société, permettre au véhicule de générer un peu de cash et un peu de plus-value, mais pouvoir en revanche toujours continuer à accompagner ces sociétés puisqu'on a déjà validé le track record, le business model, l'équipe d'entrepreneurs, et c'était un petit peu la genèse hein, de NextEdge Evergreen. Quand on accompagne des PME et petites ETI, bah, c'est dommage de devoir couper les arbres tous les 5 ans, puisque même s'ils ne montent pas au ciel, un arbre, ça peut quand même bien grandir, et que quand on a les bonnes branches, autant rester dessus et continuer à les nourrir quand on a trouvé la bonne formule. Donc voilà un petit peu rapidement une présentation du portefeuille, et puis on va vous donner trois exemples de sociétés par la suite. Chorus, c'est une des belles histoires qui illustre parfaitement ce que Michael vous a expliqué. Michael accompagne cette société avec NextEdge depuis 2010. On accompagne plus précisément Philippe Banquet, qui est l'entrepreneur. En 2010, ensemble, on a racheté une société qui était spécialisée dans la plomberie, qui faisait une trentaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et en 15 ans, Philippe a créé un groupe qui aujourd'hui fait 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est spécialisé sur l'entretien et la rénovation et la réhabilitation de bâtiments en site occupé. Il fonctionne en B2B avec un tiers de son activité qui est aujourd'hui réalisée sur l'éco-rénovation, la rénovation énergétique, et qui ancre bien le groupe sur une des disruptions dont Michael vous a parlé. Et Acorus se différencie bien de sa concurrence avec une forte intégration des corps de métier, avec un recours assez faible à la sous-traitance et une organisation assez lean. C'est-à-dire qu'on a 1800 employés, mais le groupe fonctionne en centaines de mini-entreprises spécialisées qui vont intervenir sur des corps de métier et des types d'acteurs très précis, avec une grande qualité de service. Voilà, cette croissance, ça s'est faite avec une forte croissance organique. Donc le groupe a surperformé son marché. Et ensemble, on a fait quelques opérations de croissance externe assez stratégiques qui ont permis d'ancrer le groupe qui était initialement un acteur francilien sur la France et d'étendre la palette de corps de métier qui était couverte par le groupe pour aujourd'hui avoir vraiment une offre one-stop shop assez complète pour les clients. Prochain exemple, donc c'est Adopt, un peu un parcours aussi intéressant en termes de création de valeur et de croissance de la société. Donc Adopt, hein, aujourd'hui, c'est la première marque en volume de distribution de parfums en France. Ils sont leurs propres, ils conçoivent leurs parfums, ils ont intégré la chaîne et ils les conçoivent, ils les embouteillent et puis ils les vendent dans leur propre boutique. Bah, cette force pour se raccrocher un petit peu aux éléments, je vous disais, de critères qui ne sont pas sectoriels, mais plus fondamentaux sur la création de valeur. On avait cette dimension de marque qui était très importante, puisque là, on est sur une marque qui fait appel à une segmentation client qui est assez large. Ça marche aussi bien auprès des jeunes que des personnes plus âgées, puisqu'ils y vont
elles sont attachées à cette marque qui en fait vise à démocratiser le parfum. On avait l'élément de disruption un peu que je le mentionnais, et comment sur des marchés où il y a des très gros acteurs, des PME agiles peuvent trouver leur place. Ben là, c'est pareil, c'est comment offrir du parfum au meilleur prix et démocratiser un petit peu son accès sur le marché, puisque c'est peut-être encore un secret pour certains, mais quand on achète aujourd'hui un parfum en distribution sélective chez Marionneau, chez Sephora, et qu'on va dépenser 100 euros ou plus, ben, en fait, on dépense essentiellement de l'argent pour l'égérie, le marketing qui est autour, le flacon, et très peu pour le jus qui est à l'intérieur. Il faut savoir qu'Adopt a les mêmes fournisseurs en jus, c'est les fournisseurs de place français que sont des sociétés comme Robertet, Givaudan, Firmenich. Sauf que Adopt a décidé, plutôt que de payer Julien Roberts, de redonner la valeur au client et de proposer ben, non pas un flacon de 100 millilitres à 100, 150 euros, mais plutôt autour de 30 euros, ou des plus petits flacons nomades euh, de 30 millilitres à une dizaine d'euros, et tout en réalisant toujours une marge brute de l'ordre de 80%, puisque le flacon n'est pas... ils n'ont pas cherché à être complexifiés, ils ont cherché à aussi redistribuer cette valeur auprès du client en faisant un flacon plus simple, esthétique, mais beaucoup plus simple. Et puis pareil sur le marketing, ne pas le mettre auprès des géris. Et c'est un modèle qui a vraiment trouvé son marché aujourd'hui, puisqu'on voit la croissance. Hein, depuis qu'on les accompagne, le chiffre d'affaires a été multiplié vers 7,5, ce qui est très encourageant et encourageant pour la suite. Avec cette dimension de démocratisation du parfum et de changer l'usage du parfum. Donc il y avait aussi cette dimension, on revient sur la dimension d'innovation. Puis après, à l'intérieur, on pourrait vous passer des heures à décrire comment ils intègrent l'ESG également, ils intègrent la dimension data et connaissance de leurs clients. Mais c'est une des belles histoires aussi du portefeuille, et dans lequel on retrouve un petit peu tous ces éléments qui sont nos éléments de sélection des sociétés qu'on accompagne. Et le dernier exemple, c'est le groupe Irbis. Donc là, on vous a pris un exemple un peu plus autour de la sphère financière, pour illustrer un peu plus cette dimension diversifiée du portefeuille. Mais on va retrouver, encore une fois aussi, les sous-jacents importants qui sont ceux qui nous permettent la sélection, puisque Irbis et le groupe Lynxea, bah, c'est le leader de la distribution de produits d'épargne en ligne. Et c'est ce qui nous a séduit dans cette société quand on s'est associé à leurs entrepreneurs. C'était cette approche du marché différenciante, et aller sur le marché en pur digital, et continuer à avoir cet ADN et bénéficier du digital, qui était un des piliers dont je vous parlais précédemment, pour atteindre son marché, avoir une expérience client des meilleures, et puis après en face, avoir une dimension aussi prix la plus appropriée sur le marché, puisque dans un contexte global de tension sur le pouvoir d'achat, sur les finances de chacun, ces modèles bien positionnés en termes de rapport qualité-prix sont pour nous les modèles gagnants. Et puis après, l'extension, on parlait d'acquisition et d'extension de territoire d'opérabilité des sociétés et de leur offre, avec la montée en puissance de la dimension Airbus et Airbus Group sur les produits structurés. Donc toujours offrir plus de valeur aux clients. Je parlais, hein, mixer des produits, des services, même si là, c'est un produit qui n'est pas physique, c'est un produit financier, mais on mixe le service de l'expérience digitale au meilleur prix à une diversification de produits de plus en plus large, et qui a permis au groupe aussi de multiplier son activité de façon très significative depuis qu'on les accompagne. On va maintenant passer aux questions-réponses. Alors, j'avais vu que quelqu'un avait... Alors, on aimerait voir les slides avec les performances de Nextech sur 15 ans plutôt que celles du monde du PE en général. Alors, effectivement, nous, on n'a pas... sur chaque année, on a un track record, effectivement. Je pourrais vous l'envoyer si vous voulez ensuite, après le webinaire. Voilà. Puis après, dans la slide de présentation de NextEdge, vous avez présenté en brut, alors toute stratégie confondue, on n'est pas juste sur la stratégie Evergreen, mais le multiple moyen et TR moyen, qui se situant autour de 2, et avec une dimension de performance un peu plus
un peu plus élevé, et qui est le travail des équipes et de nos entrepreneurs hein, sur la stratégie Evergreen. Les performances passées ne présageant pas des performances futures, bien sûr, on doit le rappeler. Et ne sont pas constantes dans le temps. Et il y a cette partie-là aussi. Ne pas hésiter si vous avez d'autres questions dans le chat, et puis on sera ravis, ou sinon, s'il y en a qui viennent après, nous envoyer des emails pour demande d'informations complémentaires, on sera ravis d'échanger avec vous. Exactement. Et d'ailleurs, vous aurez nos coordonnées après, effectivement, notamment les miennes. Donc, s'il y a des questions complémentaires qui arrivent a posteriori, pardon, je serai tout à fait disponible pour y répondre. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions, visiblement. Donc, du coup, on va s'arrêter là. Ah, d'accord, c'était parfaitement clair, merci. Merci beaucoup. Écoutez, on vous souhaite une très bonne journée et encore une fois, s'il y a des questions qui arrivent après, n'hésitez pas à nous recontacter, on se fera un plaisir d'y répondre. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne après-midi. Merci Très beaucoup. bonne journée. Au Bonne revoir. journée. Au revoir.